assure, on va le voir, l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Le mot sexe a donc remplacé celui de race. Eh bien, je me tourne vers Olivier Duhamel, constitutionnaliste. Alors, s'il y a un sujet dans la révision constitutionnelle sur lequel tous les citoyens peuvent avoir un avis et sur lequel il n'y a pas de réponse d'experts, c'est bien celui-là. Et d'ailleurs, les experts de toutes sortes ont des avis extrêmement différents sur le sujet. Et moi-même, je dois reconnaître que j'ai été assez longtemps perplexe, mais je plaiderais plutôt pour la suppression du non-race, pour une raison très simple, c'est que pour les gens qui lisent notre Constitution, si beaucoup d'entre eux, s'ils voient le mot race, ils ne le prennent pas dans le sens pour lequel il avait été établi à la Libération, qui était la dénonciation du nazisme, et ils peuvent en déduire que les races existent et du coup que ça peut avoir un effet. Vincent, je suis d'accord avec vous sur cette déduction, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur les conséquences et ce qu'on doit faire derrière. Parce que justement, ce mot qui peut heurter celui qui lit la Constitution lui rappelle ce qu'est une Constitution, qu'il y a une histoire, que dans cette histoire, il y a des périodes sombres, qu'il y a un héritage qui le précède, qu'il y a des siècles qui le précèdent. Et le danger, je trouve, à vouloir adapter la Constitution à l'époque qu'il la vit, c'est que cette adaptation peut aller très loin. La morale change, les mœurs changent, et la loi doit évoluer avec eux, mais pas trop vite. On ne touche à la loi qu'avec la main qui tremble. On doit aussi et là, ça ne va pas à une vitesse d'enfer. Non, mais quand on voit que Robert Badinter rappelle que c'était lors du débat en 2000, quand François Hollande en a parlé, Robert Badinter était hostile et disait ce mot a été mis là pour disqualifier le racisme. Donc, rappeler le sens de la présence de ce mot peut donner à ce texte une force plus importante que retirer ce mot. Finalement, vous êtes plus optimiste que moi, ce qui est un comble. Si on fait abstraction de ce contexte historique, le mot race, il est un peu superflu, parce que si déjà elle inclut sans distinction d'origine, de sexe et de religion, c'est suffisant pour éliminer le racisme. Donc effectivement, le mot peut quand même prêter à des interprétations fautives, peut stigmatiser, donc on l'enlever. Enfin, c'est un tout petit mot, on peut quand même l'enlever sans que ce soit... Mais moi, je suis un petit peu... Là, je parle pas comme constitutionnaliste, mais comme rhétoricien. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, d'une part, n'oublions pas qu'on le supprime et qu'on remplace, en quelque sorte, par sexe. Vous aurez... Non, mais vous aurez... Oui, c'est juste. Mais vous aurez immédiatement on parie des deux mains, des demandes reconventionnelles pour dire, non pas sexe, mais genre. Oui. Hein ? Donc ça, prochaine révision constitutionnelle, on va remplacer sexe par genre. Donc vous voyez, on ouvre un peu une boîte de Pandore rhétorique, d'une part. D'autre part, quand même, la référence à la race, elle est particulièrement négative, quand même, là. C'est pas une référence au racisme. Et vous allez avoir, attention aux effets pervers de ça, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait dire, vous dites l'origine peut remplacer la race. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que vous pouvez très bien être, depuis des siècles, pensez à nos départements d'outre-mer, on est d'accord, d'origine française, mais pas exactement de l'ethnie, comme on dit, française dominante sur le continent. Donc là, on va vous dire... Alors, vous voyez, ça pourrait avoir un effet pervers même, c'est-à-dire... Et moi, je suis certain qu'il y a des avocats malins qui vont dire bientôt, mais attendez, il n'y a plus de racisme puisqu'il n'y a plus de race. On parie ? Oui, alors... Enfin, le jour où un juge suit ça, et de toute façon, il en est fini de la justice. Donc, Oui, mais non, mais je parle du débat intellectuel. Hein. Et puis cette histoire apparaît quand même dans un processus qui va très au-delà des réformes constitutionnelles, qui est celui d'un nettoyage sémantique et d'une réécriture qui empêche, en fait, qui évacue une dimension de l'intelligence, qui est la contextualisation. Pourquoi on disait ça à ce moment-là ? Et je pense que si, en tout cas moi, ça me heurte le fait qu'on enlève les mots. Puis en plus, il y a eu un concours Lépine de propositions dans la Constitution. Il manquait quasiment que le tri sélectif pour que tout y soit. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, non pas par esprit de conservation, mais parce que c'est un moyen de comprendre les époques qui nous ont précédés, comment on est arrivé là où nous sommes. Et on voit ça dans la littérature. Là, j'ai vu que le prix Laura Ingalls, la petite gamine de la petite maison dans la prairie, a été supprimé des prix pour enfants parce qu'ils étaient trop sudistes. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'on fera de Balzac, puis je ne sais pas ce qu'on fera de Peggy, qui emploie le mot race française jamais dans un sens, évidemment, de sang, mais comme un état d'esprit. Bon. Non, mais là, vous procédez à une généralisation. Non, mais je dis que ça se fait dans ce décor. Je suis d'accord avec vous. Je dis que ça se fait dans ce décor. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que ça se fait dans ce décor. On va juste voir une discussion d'éminents constitutionnalistes. On dirait... On va juste regarder ce qu'en dit dans les pages Figaro Vox, Serge Federbusch, qui parle de catalogue de bobos sentiments. Quant à la préservation, alors parce qu'il parle des autres changements en vue de la Constitution, la diversité biologique, le changement climatique,
qui risque aussi d'être inscrit dans le premier article de la Constitution. Si M. Hulot parvient à ses fins, ils ne pourront qu'achever de transformer en catalogue de bobos sentiments ce qui fut autrefois le texte fondamental de notre République. Serge Federbusch, ancien élu du 10e arrondissement de Paris. Je trouve que c'est un dénigrement facile mais inexact. C'est une vraie question et ça a une vraie portée juridique d'inscrire dans la Constitution à une place importante, c'est-à-dire à celle des principes, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Et ça permet après, dans le contrôle des lois, de prendre ça en considération. C'est pas que des bobos sentiments, très franchement. Et le côté, effectivement, que soulignait Vincent, de un peu catalogue de foire aux idées, là, qui a émergé avec... alors, il y avait l'écriture inclusive, remplacer les droits de l'homme par les droits humains, j'en oublie certainement. Il y avait l'octénat aussi. Encore une fois, sexe va donner lieu à genre, on est d'accord. Et je pense qu'on va avoir un petit problème. La race, vous savez, c'est un mot qui a tellement changé de sens au cours de l'histoire. On parlait autrefois de race capétienne, quand on parlait de la dynastie capétienne. Ensuite, ça s'est biologisé au XIXe siècle, et évidemment avec l'hitlérisme. Maintenant, il y a quand même encore, on parle quand même d'ethnie. Il y a encore les généticiens nous le démontrent. Je recommande un article magnifique de David Reich, qui est le grand généticien de Harvard, qui nous explique ça très bien, la question de la génétique et des groupes humains, qui est formidable. Un article de cette année qui à la fois renvoie tous ceux qui disent la race n'est que construction et ceux qui disent la race c'est le fondement de la politique, et qui est un superbe article vraiment par un vrai spécialiste. Donc je trouve que ça méritait aussi qu'on réfléchisse un peu plus à cette chose. Il y a une diversité humaine. Ce que je crains, vous voyez, dans ce genre de bonnes intentions, c'est que l'enfer en soit pavé, comme d'habitude. Moi, ce que je crains aussi, parce que c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que quand on enlève les mots, quand on enlève les gros mots, après, il y a quelqu'un qui les prononce. Ça s'est passé aux États-Unis, il a gagné les élections présidentielles, et il est élu parce qu'il les prononce. Et donc, si on poursuit cette forme de nettoyage éthique, de surveillance sémantique, on va faire attention à heurter personne, il va nécessairement y avoir un contre-effet qui va apparaître et qui peut être pire que ce que veulent dénoncer avec bonnes intentions ou pas ces gens-là. De l'Orwell soft, ça. Notre question Twitter, eh bien, vous êtes majoritairement à 65%, 2 sur 3. Merci Olivier Duhamel. Donc vous êtes... C'est mon jeu favori d'anticiper. Vous voyez, d'être venu souvent, ça vous a... Claudie, il n'y a pas plus urgent à débattre que ce genre de bêtises. Et Julie Jo, il y a plus important à régler que ça. C'est effectivement aussi un petit peu ce qui ressort. C'est le côté, c'est-à-dire la politique du symbole quand on agit moins politiquement sur des choses plus concrètes, quoi. Et pour terminer, oui, on va écouter Jean-Christophe Lagarde parce qu'il s'est exprimé sur le sujet, le responsable de l'UDI, et pour lui, c'est compliqué aussi. On l'écoute. Dans le reste du corpus de la loi française, le Maurras est souvent cité. Ce qui avait bloqué à l'époque, en 2008, c'était plutôt qu'il fallait faire le travail dans le code pénal, nous disait-on avant, code pénal et autres. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on attende encore 10 ans. Adoptons-le dans la Constitution, mais que tout le monde, et la majorité notamment, s'engage à faire disparaître ce mot de partout, parce que là, l'interprétation du Conseil constitutionnel pourrait ultérieurement porter difficulté sur des capacités que nous aurions à poursuivre des actes racistes. C'est un argument très solide pour ne pas changer la Constitution, pour dire qu'il le vote. Non, mais le fait qu'il y a des conséquences, qu'il va y avoir après un problème de différence entre le texte constitutionnel et le code pénal, la loi positive, ça va devenir un peu invraisemblable, cette histoire. Et on ne l'a pas vraiment évoqué, mais effectivement, le mot sexe, c'est indispensable ou pas ? Non, ce n'est pas indispensable parce qu'il y a un principe d'égalité et que le principe d'égalité s'applique évidemment sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc là, il y a du bobo sentiment, vous diriez ? Il y a un excès de recherche de symbolisme. Bobo sentiment, il n'y a pas que ça. Sur ce sujet. Il n'y a pas que ça, mais toutes les demandes relatives à l'égalité ne relèvent pas de sentiments forcément bobos. Et puis en plus, tous les bobos sentiments ne sont pas nuls, donc cette expression est un peu compliquée pour moi. Mais vous allez me dire, parce que je suis un bobo sentimental, donc je ne vais pas m'en sortir. Quoi qu'il arrive, je ne m'en sors pas. Donc, forcément coupable. Voilà. Mais il y a quand même une accélération. Alors, c'est pas nouveau, mais pourquoi est-il nécessaire de changer ces articles de la Constitution aujourd'hui en installant, parce que moi j'ai entendu Mme Schiappa expliquer pourquoi il fallait installer l'égalité femmes-hommes, car il faut le dire dans ce sens, je trouve qu'il y a quelque chose de
Voilà bien un truc débile d'ailleurs, parce que complètement pourquoi on va pas avoir frénétique. dire égalité homme-femme, Ouais, franchement. et Il y a quand même des limites à la connerie. Mais l'ordre alphabétique, F avant H. Qui enlève à la politique une vertu de prudence qui fait qu'on s'approche de ces trucs-là quand c'est vraiment nécessaire. Oui. Et puis là, c'est quand même un beau débat. Moi, je trouve que c'était un beau débat, cette histoire. Ça ne méritait pas d'être réglé par un amendement au coin du bois. De façon, parce que c'était pas dans le programme de Macron. Cette question-là, franchement, il faut inviter les grands philosophes gauchers, les constitutionnalistes comme Olivier Duhamel, et puis une vraie dispute. Non, c'est quand même des très grands sujets. Ça se règle pas, justement, parce que c'est dans l'air du temps. Voilà. Et avec tous les effets qu'a évoqué donc le patron de l'UDI et qu'on a évoqué autour de cette table, et qu'il y a certainement d'autres idées, des objections juridiques, politiques, je dirais psychologiques et éthiques. Voilà. Tout homme va au bout de son pouvoir. Thucydide. Vous êtes député dans une commission des lois qui examine un texte constitutionnel. Alors, on va parler un peu du Panthéon, oui. Et alors, Simone Veil, je pense qu'elle aurait été favorable à la disparition du mot race de la... Non, pas sûr. Non, je crois pas. Au contraire, je ne sais pas. Enfin, on peut pas... Laquelle d'ailleurs? Laquelle Simone Veil? Avec un V. Oui. Elle entre, on le sait, au Panthéon dimanche. Elle sera la 77e personnalité à recevoir l'hommage de la patrie reconnaissante. En 2015, c'était Geneviève Antonios de Gaulle, de Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay qui l'avaient précédé dans la nécropole laïque. Alors moi, j'ai une question toute simple. Quels sont vos grands hommes ou grandes femmes que vous souhaiteriez voir succéder à Simone Veil? Sylvain Courage, une idée. Je ne sais pas s'il faut poursuivre le remplissage du Panthéon. Je ne suis pas personnellement très 77 favorable. pour le Panthéon, il y a de la place encore. Oui, il y a de la place, mais il faut peut-être laisser passer un peu de temps pour distinguer vraiment qui sont les héros. Dans le cas de Simone Veil, c'était tellement évident. Moi, je n'ai pas personnellement d'idée à ce stade sur les grands personnages qu'il conviendrait de transférer au Panthéon. Donc Joker. Désolé. Votre voisin de gauche. Au risque de vous surprendre, l'abbé Pierre. Bon. Ça avait été déjà évoqué. Oui. Le problème, c'est qu'il a peut-être voulu être enterré il y a le problème de la terre consacrée, comme on dit. Enfin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, alors, il y a Vincent, comment on s'empare du sujet. On aborde le Panthéon. Tilinac, dans un de ses livres, dit que le Panthéon de la droite, c'est la nécropole des rois de la basilique Saint-Denis. Et que le Panthéon est un lieu qu'on peut admirer, mais qu'on n'est pas obligé d'adorer. C'est un peu froid. Vous vous souvenez de la chanson de Brassens, pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon. Bon. Alors, donc, Brassens peut-être. Voilà, je pense que Brassens, si on le mettait au Panthéon, il serait terrifié. Moi, il y a une personne, il me semble, qui est extraordinairement contemporaine et qui pourrait enseigner beaucoup à notre temps. C'est Antoine de Saint-Exupéry, mais vu sa vie, vu son œuvre, l'enfermer dans cet endroit un peu froid me paraît pas extraordinairement bien pensé. Donc, vous l'avez fait à Saint-Denis, donc. Comment ? Oui, non, je veux le laisser là où il est. D'ailleurs, on ne l'a pas retrouvé. Mais voilà, j'avais pensé. Il y a beaucoup de gens, Brassens, qui sont admirables. Comment Vincent Trémollet peut trouver pour vous répondre une solution alors qu'il pense que c'est un lieu sinistre qui n'a aucun intérêt et il choisit une gloire, mais introuvable puisqu'elle a disparu. Mais oui, mais qui est quand même, vous lisez la lettre au général X de Saint-Exupéry 1943 et il décrit une partie des inquiétudes et des angoisses de la société contemporaine. Donc ce serait formidable qu'elle soit lue dans les écoles, mais au Panthéon, ça va être compliqué. À vous. Christophe Devoc. Oui, écoutez, aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Alors sur Simone Veil, je revenais à ce qu'on vient de dire quand même. Moi, je crois que Simone Veil aurait retenu à ce qu'on maintienne la race, parce que de même quand elle parle de son identité juive, elle dit « Je l'avais oublié, nous l'avions oublié, mais on a tellement voulu me la rappeler que le Kaddish sera dit sur ma tombe. » Vous savez cette magnifique phrase. Et je pense qu'elle aurait dit « Moi, la race, j'ai tellement souffert en son nom que je voudrais qu'elle reste. » Mais ça, c'est une hypothèse. Écoutez, ce n'est pas les gens qui manquent. Marc Bloch, ça ne s'est pas fait. Ça pourrait se refaire. Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle majeur. Mais vous savez, il y a Jean Moulin. On pourrait mettre Daniel Cordier un jour, quand le jour viendra. Ce n'est pas les gens qui manquent. Et il y a aussi quelques inconnus, vous savez, dans le Panthéon. Oui. Toute une flopée de militaires. Toute une flopée de militaires de Napoléon. Le premier du Panthéon s'appelle La Boissière. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Oui, donc... pour moi, je crois que ce n'est pas non plus le sujet majeur de la République. Et puis, il y a des questions. En effet, l'abbé Pierre, il faudrait savoir, pour un abbé quand même, s'il n'y a pas la question d'être enterré en terre chrétienne,
pour quelqu'un qui est à la foi. Mais en Il y effet, a quelques religieux très peu connus d'ailleurs aussi. qui au sont Panthéon. dedans. Oui. Mais évidemment, il y a l'abbé Grégoire, mais Non, à part- comme vous en plus savez, de l'abbé Grégoire, l'abbé oui. Grégoire, sa Oui. foi flottait à la fin. Il y avait une liste qui avait été faite de femmes, alors, parce que c'était quand on se posait la question de. Alors, parler de George Sand, de Simone Veil avec la philosophe, Olympe de Gouges, Louise Michel, Sophie Germain, Berthier Albrecht et Émilie de Breteuil. William de Gouges, je Simone Veil, serais. la philosophe, elle serait- est quand même morte en Angleterre Oui. pendant l'occupation et dévorée par l'idée de voir son pays occupé. Donc elle a vraiment Oui. une vie d'une intensité. Elle en est morte d'ailleurs. À la fois mystique et patriotique, Oui. qui est magnifique et extraordinaire. Mm. Mais là, elle est enterrée à Ashton. Oui. Oui. Olympe de Gouges, je vote tout à fait pour. C'était une femme exceptionnelle. Elle était en plus une victime de la Révolution. Je trouve que ce serait bien de la renvoyer au Panthéon, rien que pour embêter Marat, qui est dans le coin, qui était son pire ennemi. On a bien Rousseau et Voltaire, on pourrait avoir Marat et Olympe de Gouges. Et parmi les femmes, c'est une femme exceptionnelle qui a un combat féministe évidemment exemplaire, mais aussi un combat politique admirable, qu'on ne connaît pas bien. Et en plus, elle écrivait merveilleusement. Non, toujours pas. Johnny Hallyday. Sylvain. Olympe de Gouges, vous seriez d'accord, Olivier Duhamel ? Oui, mais Olympe de Gouges, c'est bien parce que c'est, comme vous donnez les arguments des deux côtés, quoi. C'est de droite et de gauche. si je puis Alors, dire. on a quelques suggestions de nos internautes. Stéphane qui nous propose Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. Sur le Figaro.fr, notre internaute s'appelle Not in My Backyard, Albert Camus. Et Naran qui nous propose Charpak, Georges Charpak. Il est chez lui, là. Il a besoin du soleil de midi, Camus. Il y a un moment où il faut aussi. Il faut être en phase Respecter avec le ouais. Oui. Les Enfin, quand tons. on lit le premier homme, et je ne sais plus lequel, il va en Bretagne, il a l'impression d'être perdu, et quand il retrouve les lumières qu'il avait et en Algérie et en Provence, maintenant il repose sous ces lumières-là. Bon, on peut. Donc il faut respecter C'est peut-être que pour la. Moi, je pense l'hommage aux grands hommes est très utile. Parfois, ou aux grandes femmes, les déplacer, c'est plus discutable. C'est-à-dire, en tout cas, il faut respecter oui, leur volonté, quand déjà. la volonté a été exprimée de façon Ouais. très forte. Mais Je me c'était souviens le que Pierre fils- Mendès France oui. avait voulu être incinéré et que ses cendres soient répandues à Louviers, qui était le premier lieu de ses élections. Et tous les gens, même les proches, parmi les proches qui voulaient envisager le Panthéon, bon, avec Mitterrand, il n'y avait pas beaucoup de risques, il faut dire, mais bon, le point de vue qu'il a emporté tout de suite, c'est on arrête ça, puisque c'est pas ce qu'il voulait. Les fils de Simone Veil se sont largement exprimés ces derniers jours et je crois que c'était Jean qui disait mais en fait jamais elle n'avait envisagé ça. Et c'était plutôt notre père Antoine Veil qui était peut-être plus qui lui l'avait évoqué. Mais elle. C'est bien qu'ils rentrent, je trouve que c'est un couple rentre, moi je trouve que c'était quand Ça, même c'est une belle assez histoire. génial. Mais Hein d'abord, Vous trouvez pas ? dans la vérité des événements, les enfants l'ont exigé. C'est-à-dire les enfants ont dit il n'y aura rien ou avec Antoine Veil. Et quand on sait la force qu'a eu ce couple, je veux dire, Antoine Veil, elle sort des camps en mai 45, elle rentre à Sciences Po en octobre 45, début 46, elle rencontre l'homme de sa vie qui le restera toute sa vie durant, et elle aura un enfant très vite après, Jean Veil dont vous parlez. Donc c'est quand même un couple extraordinaire, et ça c'est une belle revanche que de ne pas les séparer, quoi. Eh bien, on restera là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci spécialement à Olivier Duhamel qui nous a donc fait le plaisir d'être là toute cette année. Vous nous faites une petite... vous ne serez pas là début juillet, mais on vous retrouve non. à la rentrée. J'ai essayé, oui, il faut que je vois comment je peux ajuster ça Eh avec ben d'autres voilà. obligations professionnelles, mais ce serait avec plaisir car c'est vraiment délicieux de discuter.